déjà, je suis ravi de t'accueillir pour l'Entertainment Lab by Newton Studio aujourd'hui. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, toute première question, PPC, est-ce que tu peux nous donner quelques mots sur ton parcours, sur ta trajectoire? Alors, moi, en fait, je suis né sur le web en 2005. Voilà, en 2005, j'ai commencé à bloguer. Ensuite, en 2007, je me suis inscrit le 4 janvier 2007 sur Twitter. J'ai commencé à utiliser ce réseau social assez tôt, ce qui m'a permis d'avoir le @ppc dès le départ. Ensuite, je suis parti sur YouTube. J'ai monté une chaîne de vidéos et on a fait 15 millions de vues avec mon ami Henri Kaufmann. Puis après, j'ai migré vers du live conversationnel. C'était avec Meerkat et puis Periscope. Et puis, il y a 1 an et demi, je suis sur des podcasts live et conversationnels chaque matin sur Twitter. Ah, super. Et alors, sur quelle thématique tu peux nous parler un peu de ton activité actuelle via PPC? Voilà, quelles sont les thématiques et comment tu peux nous décrire cette activité? Alors cette activité, moi je me suis emparé d'un élément qui est très important, c'est l'inclusion numérique. On a un sujet, c'est qu'en France, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays, il y a un grand nombre de personnes qui sont un peu décalées avec le numérique, qui ne comprennent pas le code, qui n'ont pas forcément tous les usages. S'ils sont très experts sur Snapchat, ils sont peut-être un peu moins experts pour pouvoir candidater sur un poste, pour pouvoir utiliser les services de l'État. Donc je me suis mis dans une posture en me disant finalement, et si on donnait les clés, les codes pour mieux comprendre ce digital qui est en train de changer tous les modèles et le faire de façon assez simple. Donc je me suis mis à faire ça tous les matins en me rendant à mon travail. Et puis donc ça se passe sur Twitter, c'est fait en collectif avec une jolie communauté. Et c'est ensuite disponible à la réécoute sur les plateformes de balado-diffusion, comme on dit, sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et bien d'autres. D'accord. Et donc, ce que tu veux démontrer, c'est comment, à chaque fois, simplifier les usages du digital, comment ça rend une utilité dans la vie de tous les jours. Quel est pour toi le sens de tout ça? Le sens, c'est de dire que ces outils, ce digital, il est disponible pour tout le monde. Il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, ce sont de nouveaux outils pour nous tous. Et on a tous le droit de pouvoir s'en servir et d'imaginer de nouveaux champs des possibles. L'émission, elle est faite chaque matin avec les participants sur Twitter. Elle est en direct avec les commentaires. C'est un sujet qui est très inclusif. On le fait avec un grand collectif chaque matin. Dans chaque enregistrement, il y a 200 participants qui interviennent, qui commentent, qui donnent leur point de vue, qui donnent leur éclairage. C'est fait en collectif. D'ailleurs, ce sont les participants de l'émission du jour qui choisissent le sujet du lendemain. Donc, c'est eux qui le proposent et c'est eux qui votent pour l'émission du lendemain. Donc là, on est assez content puisqu'on a dépassé les 500 000 écoutes sur ce podcast, qui est quand même pas mal. Donc, on va aller un peu plus loin. Mais ça veut dire qu'on est en train petit à petit d'être audible par un plus grand nombre de personnes. Super. Alors PPC, tu fais beaucoup de podcasts, tu as lancé ton channel vidéo, donc tu crées beaucoup de contenu. On est sur un sujet là autour du storytelling et je voulais avoir ton regard justement autour de ce qui fait pour toi un bon storytelling et dans un contenu pour toi. Pour moi, ce qui fait un bon storytelling, c'est déjà qu'on se préoccupe des personnes à qui on va s'adresser. C'est-à-dire comment on peut leur rendre un service, comment on peut leur apprendre quelque chose. Donc ça, c'est déjà la première chose, c'est s'intéresser aux personnes auxquelles on parle. Après, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la surprise. Quand on parle de digital pour tous, c'est fait pour les personnes, de façon à leur donner des clés. Et puis là où il y a de l'interaction, là où il y a un bon storytelling, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont participantes. Le sujet du lendemain, il n'est pas connu avant la fin de l'émission de la veille, puisque c'est les personnes. Et donc, en fait, on amène finalement cette communauté à interagir avec un comité de rédaction qui s'est créé autour de cet épisode et puis de ce podcast. Donc, un beau storytelling, je pense, ça part de l'utilisateur et puis essayer d'amener une histoire, faire en sorte que les gens ont envie d'y participer, d'y croire, de s'y accrocher, de s'y rapprocher, de donner leur point de vue, qu'ils soient intrigués, bref, qu'ils deviennent acteurs de ce contenu. Pour moi, c'est ça un bon storytelling. Ok. Et alors justement, toi, tu as touché aussi à pas mal de supports, vidéos, podcasts, channels. En termes de format et de durée, toi, tu crois en quoi aujourd'hui, suivant l'utilité de tel ou tel contenu? C'est un sujet qui peut pas mal intéresser en ce moment. Ouais, alors je pense qu'il n'y a pas une bonne réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait dire certains podcasts, ce qui dure 2 heures et demie, sont super longs.
Bon, en fait, je crois qu'un podcast qui dure 3 minutes peut être très embêtant si la personne est très ennuyeuse, et il peut durer 2h40 et être passionnant si la personne est passionnante. Donc en fait, il n'y a pas la bonne durée. Je pense que la bonne durée, elle s'adapte en fonction de l'audience. C'est un peu comme pour les séries vidéo, quoi. Il y a des séries qui durent des saisons et on est tous accrochés parce qu'il y a peut-être un bon storytelling. Et puis il y a des séries, elles font 3, 4, 5 épisodes et puis elles s'en vont. Donc il n'y a pas de bonne règle. Je pense que la seule vraie règle, c'est de rencontrer d'abord son public et puis après d'essayer de travailler les choses en fonction du retour qu'il fait. Donc moi, je ne serais pas en train de dire, oui, il y a le format classique. Si on connaissait le format classique, tout le monde ferait le même. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, dans le podcast, tout le monde se rapproche à peu près d'un 15-20 minutes. Et c'est parce qu'on se dit, tiens, c'est le temps dans le métro. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que les gens, ils vont d'abord au bureau, puis après, donc un bon contenu peut aussi faire 40 minutes, comme 2 minutes. Donc il n'y a pas de bonne règle, parce qu'il faut tout tester, en fait. Super. Alors, on est rentré dans une ère du brand entertainment. Il y a un rapprochement un peu entre le monde du divertissement et des marques, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et une opportunité pour la création. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça fait écho à des projets que tu as pu mener? Et puis, est-ce que tu trouves que ça porte les marques vers un peu plus d'engagement, de sens, d'identité? Ouais, moi je crois que on rentre dans une ère où en fait on attend tous qu'il y ait une cohérence entre les actes et les discours, qu'il y ait plus ce grand écart en fait entre des promesses et puis une réalité qui n'est pas là. Moi je vois des cas alors qui pour moi ont du sens, qui ne sont pas forcément des histoires de pub, bien au contraire des gens qui sont en parfaite symétrie entre leurs actes et leurs discours. Je prends par exemple quelque chose qui pour moi est assez inspirant car décalé. Transformation digitale des chasseurs alpins. C'est quelque chose, c'est pas une campagne de pub, non. J'ai rencontré un général qui s'appelle Pierre-Joseph Givre, et en fait, il digitalise le quotidien militaire. C'est vachement intéressant, et on s'aperçoit que les armées elles sont en avance sur tout ce qui est digitalisation opérationnelle. C'est-à-dire que l'armée de terre a fait descendre avec le digital la digitalisation jusque dans la cellule de combat. Vous savez, ceux qui sont au plus proche du combat. Mais avant, l'information, elle était dans l'état-major. Le rôle de l'état-major, c'est d'amener les meilleurs outils, les meilleures informations aux gens qui sont au plus près. Donc là, c'est une grande cohérence. C'est-à-dire que c'est une grande cohérence entre parole et acte. C'est pas on transforme et on verra bien. Non, c'est très concret, très cohérent. Autre exemple que je trouve assez génial, des personnes qui sont très cohérentes avec ce qu'elles sont. C'est Céline Orjubin, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la présidente, fondatrice de My Little Paris. Voilà. Elle a dit un truc vachement bien qui amène, je pense, à réfléchir. Ça, on parle souvent du why de Simon Sinek. Commençons d'abord par le pourquoi, puis après on verra pour le quoi, le quand, et avec qui. En fait, Céline Orjubin, elle a dit il faut faire l'inverse. En fait, il faut démarrer avec le qui. Le plus important, c'est pas le quoi, c'est pas le quand, c'est pas le pourquoi, c'est le qui. C'est intéressant d'avoir ce discours-là, mais elle le met en musique et c'est très concret dans son entreprise. Autre exemple qui me vient en tête aussi de personnes qui sont vraiment totalement en adéquation, c'est une belle leçon de vie. Je ne sais pas si vous connaissez Virginie Delalande. C'est une jeune femme qui est sourde de naissance et qui, à force d'efforts et d'acharnement, elle est parvenue à parler. Un truc incroyable. Elle est parvenue à parler, maintenant elle est avocate, puis maintenant elle est conférencière. Un truc terrible, c'est une vraie leçon de vie, c'est une adéquation. Je dirais entre les paroles alors qu'elle est sourde, mais elle parle et elle est en acte et elle est en écoute. C'est juste magnifique de voir ça. Donc ça, c'est pas du storytelling, ce sont des gens qui sont peut-être des vraies forces et qui font les choses. Ça m'inspire énormément. Donc l'authenticité est primordiale, évidemment. Ouais, engagement, sens et identité, et ça, c'est des gens qui ont coché toutes les cases. Parfait, c'est une très belle réponse. Une petite dernière question autour de l'influence, parce que ce qui est intéressant, PPC, c'est que tu as à la fois un discours qui est très accessible, qui peut toucher tout le monde, et en même temps, tu connais bien l'univers B2B. Il y a aujourd'hui des nouvelles modes sur l'influence B2B pour inspirer tout type de décideurs. Comment tu vois ce levier-là? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi là-dedans? Et comment tu penses que ça peut évoluer, cette influence B2B dont finalement on parle moins qu'une influence dans l'univers lifestyle, cosmétique ou autre? Ouais, moi je crois que les vrais influenceurs sont les gens qu'on ne voit pas, dont on n'entend jamais parler. En fait, ce sont les vrais influenceurs. Après, il y a l'influence marketing.
L'influence marketing, d'ailleurs, j'ai un podcast qui s'appelle L'influence digitale. Je vous le conseille si ça vous intéresse. J'interview, je fais des regards croisés entre des patrons d'agences de com, ou des patrons d'agences de com, des directeurs ou directrices de marque et des influenceurs ou des influenceuses. Voilà. Et je leur ai demandé, parce que pour moi, l'influence, c'est un truc un peu galvaudé, le terme est un peu trop usé, justement, quel est leur point de vue et qu'est-ce qu'ils pensent sur ce sujet-là. Et c'est très, très instructif. Globalement, ce qu'on voit, c'est que les gens ne sont plus dupes. L'influenceur doit vraiment s'impliquer et les meilleures relations de travail entre une marque et un influenceur, c'est quand la marque a suffisamment de recul et maîtrise suffisamment ce qu'elle est pour avoir un lâcher-prise et permettre une vraie collaboration avec l'influenceur. C'est-à-dire que si elle fait appel à un influenceur, c'est pas pour lui dire comment il doit faire les choses, s'ils doivent se mettre d'accord sur le pourquoi, éventuellement sur le quoi, et puis il faut laisser faire l'influenceur, parce que lui, c'est lui qui a le rapport avec sa communauté, c'est lui qui en connaît les codes, c'est lui qui en connaît les clés, et la marque, il faut qu'elle accepte de laisser faire l'influenceur. Et il ne dira pas forcément que tout est beau, parce que le tout est beau n'existe pas. Par contre, il saura mettre en lumière des choses intéressantes et il le fera avec sa patte. Donc la clé, à mon avis, si vous voulez travailler avec un influenceur, si vous avez décidé de choisir cet influenceur, faites-lui confiance. Super. Et adapté au B2B, en 2 mots, comment tu problématiserais? Ça marche parfaitement avec le B2B. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes codes. À part que ça ne sera peut-être pas avec des photos sur Instagram, ça se fera peut-être sur du LinkedIn, mais laissez faire les influenceurs. Si on utilise un influenceur, c'est parce qu'il a accès à une communauté, et une communauté que la marque n'arrive pas à avoir. Donc laissez faire l'influenceur, il maîtrise son sujet. Généralement, s'ils sont arrivés à ce niveau-là, surtout en B2B, c'est qu'ils ont plutôt du level, plutôt du bon niveau. Donc au contraire, par contre, il faut que le DIRCOM ou le directeur marketing accepte ce lâcher-prise. C'est-à-dire qu'il soit lui aussi à l'aise avec qu'est-ce qu'est sa marque. Donc ça fait monter finalement tout le monde d'un bon niveau en termes de réflexion et puis d'action aussi avec l'influenceur. Ça veut dire que ça remet le focus aussi sur la qualité du contenu que va porter cet influenceur et quel style de contenu serait de plus en plus adapté, tu penses ? Oui, et puis c'est aussi, d'un point de vue du briefing par la marque, ça veut dire que la marque doit aussi avoir travaillé, c'est quoi son socle de marque, quelles sont ses valeurs, quels sont les codes, est-ce que ces valeurs de marque sont cohérentes avec les valeurs de l'influenceur. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait aussi pris du temps pour bien connaître cet influenceur, savoir s'il y a une compatibilité. Et puis, je pense que cette relation marque et influenceur doit se jouer sur la durée. C'est pas l'histoire d'un soir, ça se construit avec le temps, avec de la confiance, et l'un et l'autre doivent mieux se connaître. L'influenceur doit aussi apprendre le produit de cette marque, doit pouvoir aussi comprendre les coulisses, aller au fond des choses. Ça, c'est passionnant. Super, et écoute, un grand merci PPC pour cette interview.